Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. On se retrouve pour l'analyse pronostic du Grand Prix de Belgique 2024, le dernier Grand Prix avant la trêve estivale. Un Grand Prix qui, je l'imagine, va nous apprendre encore plus de choses sur les écuries, sur les performances de certaines écuries. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les vidéos analyses, c'est très simple. Dans un premier temps, le point circuit, et oui, nous allons parler de ce tracé de Spa-Francorchamps, puis ensuite nous allons entamer le point sur les écuries. Je vais vous donner toutes les dernières informations concernant certaines écuries, et pour terminer, eh bien, je vous donnerai mon pronostic. Et d'ailleurs, petit point concernant le tableau des pronostiqueurs, je vous le montre très rapidement. Normalement je prends un petit peu plus de temps pour vous le montrer, puisque c'est exactement le même en fait que la semaine dernière. Il y avait juste une seule personne la semaine dernière qui avait trouvé Oscar Piastri en tant que vainqueur, donc bien joué à lui. En tout cas voilà, vous pouvez continuer encore une fois à pronostiquer. Je rappelle les règles: 3 points si vous trouvez le bon podium dans l'ordre, 1 point si vous avez juste le vainqueur, n'hésitez pas. Donc ceci dit, on est parti maintenant pour cette nouvelle preview. Commençons et parlons surtout de ce tracé de Spa-Francorchamps, l'un des tracés les plus emblématiques, l'un des plus connus également, je pense que vous le connaissez très bien. Un tracé qui mélange énormément de choses, il faut une bonne vitesse en ligne droite, surtout dans le premier et le troisième secteur. Il faut très peu de charge pour favoriser la vitesse en ligne droite. Ne pas négliger également l'appui qui sera primordial dans le deuxième secteur. Un circuit qui use également les pneumatiques, les pneus sont plutôt stressés, donc attention à la dégradation qui risque d'être présente du côté de Spa-Francorchamps. Attention également à d'autres facteurs tels que les conditions météo, puisque oui, les conditions météorologiques en Belgique sont assez piégeuses par moment lors du week-end. Les pilotes et les écuries peuvent très bien être piégés par certaines conditions qui peuvent totalement changer en fait le scénario d'un Grand Prix. Et d'ailleurs je vous parle du Grand Prix de Belgique, mais il y a un fameux virage, c'est celui du Raidillon, hein, le virage emblématique que tout le monde connaît. Bien, laissez-moi vous parler de Legendary Curves. Voilà, c'est le projet d'un ami. Voilà. Il a tout simplement créé une boutique en fait avec énormément de goodies, de t-shirts, de pulls en référence avec le Raidillon. Je rappelle que ce n'est pas du tout un placement de produit, je trouve juste que c'est très original et ses créations m'ont énormément plu, donc c'est pour cela que je profite. Voilà, si vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans la description. Sur ce, eh bien, nous sommes partis maintenant pour faire le point sur les écuries. Commençons tout d'abord par Red Bull. Alors Red Bull, je ne comprends plus rien de ce qui est en train de se passer. J'ai vraiment l'impression que là, ils sont en train d'atteindre un plafond de verre dans leur concept, que ce qui s'est passé en début de saison où toutes les écuries étaient en train de regarder ce que Red Bull faisait. Bah, j'ai l'impression que là c'est un petit peu l'inverse. J'ai l'impression que Red Bull sont en train de regarder ce que fait McLaren et ce que fait Mercedes. On les sent un peu perdus dans les évolutions. Pour vous la faire courte, alors je sortirai bien sûr la vidéo sur Red Bull un petit peu plus tard, bien évidemment, mais il y a eu quand même certaines évolutions. Red Bull, c'est 5 évolutions depuis le début de saison, hein. Quand même je le rappelle, et des évolutions plutôt significatives pour certaines. Il y a eu un changement de fond plat, il y a eu un changement au niveau des écopes de frein, il y a eu un changement également au niveau des pontons, des entrées d'air. Donc oui, beaucoup de choses ont été faites sur cette RB20. Là où je vous parle des évolutions, c'est que j'ai l'impression que plus les évolutions avancent chez Red Bull, plus eh bien, ça se détériore en termes de performance. Et par rapport à cette RB20, il y a quelque chose en plus que j'ai remarqué, c'est qu'elle est performante à peu près sur tous les tracés, mais son comportement va énormément changer par rapport au tracé. Pour ma part, elle fait partie des monoplaces les plus imprévisibles par rapport au tracé sur lequel elle se situe. Donc là en Hongrie, ça n'a pas du tout marché. J'espère pour eux en tout cas qu'en Belgique, bien, cela fonctionnera un petit peu mieux. Bien sûr, il s'agit de deux circuits totalement différents et je pense que Red Bull sera plus performant logiquement à Spa-Francorchamps. Autre question que je me pose, c'est encore une fois par rapport à Max Verstappen. Alors c'est une possibilité, hein, je dis pas que c'est officiel ou que ça sera forcément le cas, mais il est très possible que Max Verstappen puisse prendre une pénalité, voilà, de 10 places lors de ce Grand Prix de Belgique. Donc affaire à suivre, mais cela aura bien sûr sans doute un impact dans le pronostic que je vous donnerai à la fin de la vidéo. Donc voilà, concernant Red Bull, on continue avec McLaren. Alors concernant McLaren, bon, on les attend encore une fois très fort, si ce n'est peut-être même comme les favoris en Belgique. Pour ceux qui me connaissent, vous savez très bien que j'aime bien me focaliser sur les forces et les faiblesses de chaque écurie. Alors bien sûr que McLaren va souffrir d'une certaine manière d'une traînée plutôt excessive. Mis à part cela, j'estime que s'ils trouvent la bonne configuration d'aileron arrière, puisque oui, l'année dernière ils se sont fait avoir, hein, on va dire par ça, ça a été très compliqué pour eux. S'ils trouvent la bonne configuration pour plutôt bien performer dans le premier et dans le troisième secteur, eh bien déjà la seule chose que je peux vous dire, c'est que dans le deuxième secteur en Belgique risque fortement de faire ressortir toutes les qualités de cette McLaren, et j'estime même que dans un temps de qualification, ce deuxième secteur pourra peut-être, pourquoi pas, faire la différence face aux autres écuries. S'ils arrivent bien sûr à trouver la bonne configuration et à contrer un petit peu la traînée,
je pense que le bon résultat est largement envisageable. On continue avec Mercedes. Alors Mercedes, je les attends aussi très très fort. On est de retour sur un circuit un peu plus type Mercedes, je trouve. Également dû aux dernières évolutions de Mercedes, on a pu voir une très très grande amélioration, que ce soit dans les virages lents et également dans les virages rapides. La voiture est beaucoup moins imprévisible qu'elle ne l'était. Le seul problème que je peux vous citer, c'est le problème de température. Mais là en Belgique, avec des températures un petit peu plus fraîches et également un circuit plus rapide, la W15 devrait être logiquement plus performante qu'elle ne l'était en Hongrie. Donc j'ai hâte de voir les performances de cette W15. Et en termes d'évolution, Mercedes va bien sûr rapporter une autre évolution, comme ça avait été le cas en Hongrie. Là, on parlerait d'un fond plat, mais cela reste encore une fois à confirmer. Il faut généralement attendre le vendredi pour se rendre compte des évolutions sur cette W15. On continue avec Ferrari. Alors, Ferrari n'était pas non plus trop mal en Hongrie. Hein. Bien sûr que le manque de virages rapides les a un petit peu plus aidés par rapport à leur SF24 évolué, hein, puisqu'ils ont utilisé le package de Barcelone. J'imagine que ce package sera réutilisé en Belgique. Alors bien sûr que ce problème de rebond risque de les handicaper, surtout dans le deuxième secteur. En fait, Ferrari, c'est l'inverse de McLaren. Le deuxième secteur risque de les tuer. Parce que je le rappelle, hein, ils perdent aux alentours de 1/10 par virage rapide, mais ce qui peut peut-être les aider en Belgique, c'est que vu que tu auras une voiture qui sera logiquement moins chargée à l'arrière pour profiter au maximum des lignes droites, eh bien peut-être que tu ressentiras un petit peu moins les rebonds sur ta monoplace. Donc voilà ce qui peut, on va dire, sauver Ferrari, c'est la charge que tu n'auras pas forcément besoin d'avoir en Belgique. Si la voiture est moins chargée, tu peux un petit peu la surélever. Si elle a moins d'appui, généralement elle va produire un peu moins de rebonds, ce qui peut-être effacer le problème et donc aider un petit peu plus les pilotes lors de ce Grand Prix. En tout cas, voilà concernant Ferrari, la seule chose qu'il faut retenir, c'est que Ferrari devra trouver absolument la bonne configuration en termes de charge pour éviter les rebonds au maximum. Pour finir, concernant les écuries, parlons d'Alpine. Et là, pour Alpine, la situation commence à devenir de plus en plus délicate. Hors piste, il y a de tonnes d'infos qui sortent et des infos qui ne me font pas tellement plaisir. Là, on parlerait carrément de l'abandon de Renault, voilà, en tant que motoriste pour Alpine. Et là, on parlerait d'une potentielle signature d'Alpine avec Mercedes en tant que motoriste. Voilà, pour passer à une unité de puissance Mercedes à partir de 2026. Je vous en parle, on n'est pas encore au stade de l'officialisation, mais tout le monde en a parlé. Vraiment, tout le monde en a parlé. Je parle de très très gros médias, que ce soit français ou britannique, tout le monde en a parlé. Donc, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Et là, j'ai vraiment l'impression que ça devient de plus en plus réel. Alors bien sûr que je ne vais pas vous dire que c'est officiel. Et si jamais c'est le cas, sachez que d'après le média L'équipe, eh bien Flavio Briatore serait sur le point de trouver un accord avec Mercedes pour devenir le futur motoriste d'Alpine. D'ailleurs, un accord pour fournir le bloc propulseur, la boîte de vitesse et même les suspensions. Donc à peu près le même accord dont dispose Aston Martin, par exemple. En termes d'effectifs, puisque oui, on peut se poser la question, puisque que va devenir l'usine à Viry-Châtillon? Et oui, les personnes qui travaillent d'arrache-pied depuis maintenant quelques temps pour pondre un bon moteur pour la saison 2026, pour la nouvelle réglementation. Tout ça qui est totalement jeté à la poubelle. Alors j'imagine qu'ils ont dû se prendre une énorme claque. Voilà, je pense fort à eux parce que ça n'a pas dû être facile de l'accepter. Alors bien sûr, encore une fois, rien d'officiel, mais j'espère pour eux qu'ils vont garder leur travail. Donc en tout cas les amis, vous me dites bien sûr ce que vous en pensez. Hein. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette alliance entre Alpine et Mercedes en tant que motoriste? Moi j'ai des arguments pour, j'ai des arguments contre, bien évidemment, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, donc je les évoquerai quand il y aura une officialisation. Les premiers arguments auxquels je pense, c'est bien sûr l'aspect financier pour Alpine, hein, ça coûte largement moins cher de se fournir chez quelqu'un plutôt que de créer son propre moteur. Ça coûte moins de 20 millions de s'allier à Mercedes par exemple, et ça coûte plus de 100 millions d'euros de concevoir son propre bloc propulseur. Donc déjà l'aspect financier est plutôt très important concernant Alpine. Et en même temps, je suis contre, puisque voilà, Renault, c'est Renault. Quand tu sais que c'est un motoriste historique de l'histoire de la F1. Je pense qu'il ne faut pas négliger le palmarès exceptionnel de Renault en tant que motoriste. C'est quand même 12 titres constructeurs, que ce soit avec Williams, Red Bull par exemple. C'est 11 titres pilotes, 3 avec Sébastien Vettel, 2 avec Fernando Alonso, avec des pilotes tels que Schumacher, Damon Hill. Donc oui, c'est un palmarès exceptionnel et te dis que c'est dommage. Tu te dis que c'est dommage et que un motoriste aussi emblématique ne mérite pas de partir par cette porte. Et voilà, je suis dégoûté et en même temps
Bref, en tout cas, c'est pas le sujet de la vidéo. Là, je vous en parle très très brièvement. Ne prenez pas tout au sérieux. Je vous en parle parce que ça a été relié par des médias assez sérieux. Hein, voilà, je préfère le dire. Ça a été relié par énormément de personnes également que je prends très très au sérieux. Donc c'est pour cela que je me permets de vous en parler aujourd'hui. Donc on en a terminé concernant le point sur les écuries. Maintenant, je vais vous donner très très brièvement mon pronostic. Alors pour mon pronostic, ça a été assez dur de me décider puisque bien sûr que là, avec ce qui s'est passé en Hongrie, on peut tous se dire que McLaren est favori et j'ai envie de le croire. J'ai envie de le croire, hein. Il y a une partie de moi qui croit totalement que McLaren va encore une fois défoncer tout le monde. Excusez-moi du terme, mais bon, ça a été le cas en Hongrie. Hein. Quand tu termines avec 15 secondes d'avance sur le troisième, c'est que vraiment t'en as sous le capot, comme on dit. Mais là, pour ce Grand Prix de Belgique, je ne sais pas si McLaren sera capable de réitérer l'exploit. Je ne sais même pas s'ils en auront la possibilité. Il y aura tellement de facteurs à prendre en compte, que ce soit la météo, que ce soit également la traînée qui pourrait poser un certain problème à McLaren, que ce soit également certains aspects de la course qu'on n'a pas vu depuis quelques temps, comme par exemple une safety car, un drapeau rouge qui pourrait changer le scénario de ce Grand Prix. Si je devais mettre une écurie en tant que grand favori, bien sûr que je partirais tout de suite sur McLaren. Donc là, je les vois encore une fois favoris, mais je ne vois pas non plus le doubler. Alors c'est totalement possible, mais je ne veux pas me faire influencer par ce que j'ai vu en Hongrie, donc c'est pour cela que je vais rester sur un pilote. Je vais mettre Lando Norris en tête de ce Grand Prix, voilà, en première position. En deuxième position, alors là ça va vous surprendre, mais je m'expliquerai un petit peu plus tard, ça va vous surprendre, mais je vais rester sur Lewis Hamilton. Et oui, sur Lewis Hamilton, c'est vraiment l'homme en forme, je trouve, du moment. Depuis Silverstone, je trouve qu'il a retrouvé une confiance, il défend comme un acharné. Est-ce qu'il arrivera à profiter du moteur Mercedes pour aller chercher encore une fois un podium? Pour moi, c'est une possibilité. En Hongrie, on a énormément parlé de son accrochage avec Max Verstappen, mais quand même, ses défenses étaient tout bonnement exceptionnelles. Défendre aussi longtemps sur une Red Bull, ce n'était pas non plus très très simple, et Lewis Hamilton, s'il arrive à partir d'une bonne position, bien généralement il arrive par moment à la garder, cette position, donc c'est pour cela que je vais le mettre en deuxième position. Et en troisième position, je vais mettre Oscar Piastri. Alors là, il y a certains pilotes que je n'ai pas mis, comme par exemple Max Verstappen. Alors à la base, j'étais censé mettre Max Verstappen sur le podium. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas mis? Eh bien c'est tout simple, c'est par rapport à ce que je vous ai dit un petit peu plus tôt. Pour moi, il y a de grandes chances que Max Verstappen puisse prendre une pénalité, et si c'est le cas, je le vois remonter, bien sûr je le vois remonter, mais je ne sais pas si arrivé à la 4e, 5e place, il sera capable d'aller chercher les McLaren et les Mercedes qui vont logiquement directement s'en aller dès les premiers tours de course. Donc voilà, c'est pour cela que je ne mets pas Max Verstappen sur le podium. Sur ce, on en a terminé concernant cette vidéo. Je rappelle mon pronostic: Lando Norris premier, Lewis Hamilton deuxième, Oscar Piastri troisième. N'oubliez pas de me laisser le vôtre dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner. On se retrouve dimanche juste après ce Grand Prix de Belgique pour la vidéo débrief. Sur ce, eh bien, prenez soin de vous, passez un bon week-end et je vous dis à dimanche. Salut tout le monde.